Voilà, et on est parti. Alors ce soir, on se retrouve pour une conférence qui va avant tout vous parler des parents d'enfants au potentiel et de leurs enfants, bien évidemment. Mais c'est surtout l'idée de vous partager comment est-ce qu'on peut faire partie des 10% de professionnels qui changent vraiment la vie des familles d'enfants à haut potentiel. Pourquoi est-ce que je vous donne ce chiffre de 10%? C'est parce que au fil de mes accompagnements, je vais vous raconter, vous expliquer tout ça, je me suis rendu compte que c'est une denrée qui est pour l'instant encore assez rare. Or, il y a beaucoup de demandes, hein, puisque 70% des parents d'enfants en potentiel qui rencontrent des difficultés avec leurs enfants, je ne dis pas que tout le monde en rencontre, mais ceux qui en rencontrent, ben, ils cherchent des accompagnants qui sont en capacité de les soutenir, de les guider, quelles que soient vos spécialités, la sophrologie, la naturopathie, le coaching familial, peu importe vos bagages de départ, il y a de la place pour tout le monde parce qu'il y a plein de parents qui ont besoin de vous. Donc l'idée, c'est que je vous partage ce soir la méthode ou plutôt la stratégie complète pour sortir des outils généralistes et enfin avoir un impact durable sur toute la famille. Et vous allez voir pourquoi est-ce que ça, c'est vraiment très important. Alors je me représente peut-être à vous. Peut-être que certains d'entre vous me connaissent déjà, peut-être que d'autres me découvrent. Donc c'est important aussi que je vous dise un petit peu qui je suis. Donc moi, je m'appelle Séverine Guy, je suis identifiée comme une experte en francophonie dans l'accompagnement des parents d'enfants au potentiel. Vous m'avez peut-être vu auprès de Nancy Doyon, que vous connaissez peut-être, dans laquelle j'interviens sur la question du haut potentiel, justement, dans différents sommets, conférences, etc. Et puis j'ai surtout accompagné des centaines de familles maintenant, des centaines de parents avec des enfants à haut potentiel. Plus de 25 ans d'expérience comme éducatrice spécialisée, ça c'est mon bagage de départ. C'est qui je suis professionnellement, puisque quelle que soit la manière dont je le pratique, ça reste ce que je fais. Je suis une éducatrice spécialisée et je suis la créatrice de la première formation spécialisée dans l'accompagnement des parents d'enfants HP. Et pourquoi est-ce que je suis là ce soir devant vous? Alors, vous dire déjà que le jeune homme que vous voyez à côté de moi, bah, c'est mon fils, vous vous en doutez bien, qui a 13 ans et demi, qui aura 14 ans au mois de juin, qui a été identifié lui-même au potentiel vers ses 2 ans, quelque chose comme ça. Et qui m'a mis le pied à l'étrier dans ce domaine-là, puisque avant ça, c'était pas quelque chose dont je me souciais beaucoup, pour vous dire la vérité. Mais avec l'arrivée de mon fils, bah, il a bien fallu que je me renseigne, que je me forme sur cette question-là. D'abord pour répondre à mes propres questionnements sur l'accompagnement de ces enfants. Et puis ensuite, je vais vous le partager aussi pour être en capacité d'accompagner des parents de ces enfants-là. Donc j'ai été comme vous, probablement, hein, cette professionnelle qui voulait tout donner, qui était animée par cette mission profonde d'aider, d'accompagner, de guider d'autres êtres humains, puisque c'est la seule chose que je sais faire. Et puis je crois que c'est la seule chose que je sais faire bien, surtout. Mais j'avais pas vraiment de résultats impactants. Au départ, hein, avec les parents que j'accompagnais. Et c'est pour ça qu'au fur et à mesure, bah, j'ai créé cette stratégie unique et que j'ai testée avec succès auprès d'aujourd'hui de centaines de familles, hein, plus de 400 familles accompagnées aujourd'hui, avec des retours d'expérience des familles qui sont très impressionnants dans l'amélioration de leur vie de famille, dans l'amélioration de leur relation avec leurs enfants, dans l'harmonie familiale que toutes les familles cherchent, évidemment. Je vous ai conçu cette conférence sous l'angle de quelles sont les erreurs qu'on fait en général et puis comment vous pouvez éviter de les faire justement. Quelles sont les clés que je peux vous donner pour que vous ne fassiez plus ces erreurs-là si vous les faites. Alors évidemment que parmi les 5 erreurs que je vais vous présenter, probablement que vous ne les faites pas toutes, peut-être que vous les faites toutes et en vrai tout ça est OK. Ce qui est important, c'est de prendre conscience de là où on en est professionnellement pour ensuite être en capacité de faire le petit pas d'après pour évoluer, pour avancer. C'est le bonheur de nos professions, hein, de professionnels de l'accompagnement, c'est que c'est une évolution permanente, c'est un apprentissage permanent et c'est ce qui fait aussi qu'on se régale. Donc la première erreur, ça va être de se focaliser uniquement sur l'enfant. J'entends et je vois beaucoup de professionnels et de parents, puisque c'est pas que les professionnels, hein, c'est aussi une démarche des parents qui ont tendance à ne se concentrer que sur l'enfant.
Qu'est-ce que je veux dire par là? Bah, vous savez, ce sont tous ces parents qui viennent vous voir hein, en vous disant mon enfant a des comportements difficiles, a des comportements dérangeants, ou il est anxieux, ou il est ceci, ou il est cela. Et puis, bah, je vous le donne, hein, les sophrologues, les naturopathes, les psychologues, peut-être que vous connaissez bien cette problématique-là. Je vous le pose, et puis si vous pouvez me le rendre réparé, ce serait quand même cool. C'est une dynamique que certaines familles peuvent avoir, hein, non pas parce que ce sont des mauvais parents, absolument pas, mais parce que par manque de formation et d'information justement sur cette thématique-là. Alors pourquoi est-ce que c'est une erreur fatale? Parce que on doit se rappeler que 90% du quotidien de l'enfant, il se joue où? Il se joue à la maison, il se joue avec les parents. Ça veut dire que si j'imagine, moi, que la séance d'une heure que je vais faire avec l'enfant, quelle que soit ma mallette, quelle que soit ma formation de base, comment est-ce que je peux imaginer que l'heure dans la semaine où je vais voir cet enfant va modifier profondément et durablement sa manière d'être, et surtout la vie de famille, l'ambiance de la vie de famille, ce pourquoi les parents ont amené cet enfant, hein, parce qu'il est quand même très rare que les enfants demandent, alors ça arrive bien entendu, hein, mais c'est quand même pas majoritaire, c'est quand même très rare que ce soit les enfants qui soient demandeurs. Donc c'est se rappeler cette réalité toute simple que un enfant, son évolution, son épanouissement, il se joue avant tout à la maison et donc avec ses parents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le parent ne change pas de posture, bah rien ne change. C'est une synergie pour que l'enfant puisse grandir, s'épanouir, développer des compétences, lâcher les comportements dérangeants qu'il a mis en place, etc., etc. Tout ça ne peut pas venir uniquement de l'enfant. Pourquoi? Bah parce que d'abord, l'enfant, il est en construction, HP ou pas, peu importe, il est quand même en construction, il est quand même en train de se construire, et donc il n'a pas la capacité nécessaire à observer ses erreurs, apprendre de ses erreurs, en faire quelque chose, etc., etc. On sait déjà, hein, en toute humilité, que nous, comme adultes, moi j'ai 48 ans cette année, que nous, comme adultes, c'est déjà une démarche qui nous demande bah, de l'engagement, de l'intention quotidienne ou pas loin, de l'énergie, etc., de prendre du recul sur nos comportements, sur ce qu'on en apprend, etc., etc. Donc, imaginez que l'enfant seul doit bouger pour que toute la dynamique familiale change, c'est une illusion. L'enfant n'en a pas les capacités au niveau de son développement neuropsychologique, pour le coup, et ça ne marche pas comme ça. Ce qui fonctionne, et vous le savez sans doute, hein, vous qui êtes ici, c'est que un enfant, et surtout les enfants à haut potentiel, ils apprennent par imitation. Pourquoi je dis surtout les enfants à haut potentiel? Alors on va se mettre d'accord tout de suite, les enfants à haut potentiel sont des enfants comme les autres, mais ils ont des petits bonus. OK? Dans les petits bonus de l'apprentissage des enfants à haut potentiel, c'est ils ont une hypervigilance constante, non pas qui est volontaire, hein, mais qui est vraiment liée à leur fonctionnement neuropsychologique. Vous savez, un enfant au potentiel, il est ce qu'on appelle hyperesthésique. C'est quoi hyperesthésique? C'est cette hypersensibilité sensorielle. La vue, l'odorat, le toucher, le goût, et puis même tout ce qui est proprioception, etc. Toutes ces notions-là, hein, ces enfants-là sont hypersensibles. En quoi est-ce que ça les impacte? Eh bien simplement parce que du fait de cette hypersensibilité sensorielle, ils reçoivent davantage de messages du monde extérieur. D'accord? Ils ont beaucoup plus d'infos du monde extérieur qui leur arrivent. Mais ça ne s'arrête pas là. Ces infos, elles sont traitées au niveau cérébral de manière beaucoup plus rapide. Il a été démontré, hein, entre autres par Dominique Sapé-Marinier, par IRM, en collaboration avec Olivier Revol et Fanny Nussbaum. Il a été démontré qu'au niveau cérébral, ça va plus vite. Les connexions sont plus nombreuses, les interactions neuronales sont plus rapides que chez un autre enfant. Donc, plus d'infos qui arrivent, traitées beaucoup plus vite, avec également l'incapacité à trier les informations, hein. Vous devez savoir qu'un enfant au potentiel, même s'il n'a pas de TDA ou de TDAH, il est dans l'incapacité, la plupart du temps, à trier ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Son cerveau n'est pas configuré pour le faire.
Ok? C'est ce qu'on appelle le déficit de l'inhibition latente. Vous et moi, enfin pas moi du coup, puisque je suis HP, mais en tout cas les gens qui ne sont pas au potentiel reçoivent plein d'informations et puis de manière assez naturelle et inconsciente, leur cerveau trie ce qui est important à ce moment-là et ce qui ne l'est pas. Le cerveau des HP, il fait pas ça, il considère tout comme étant important. D'accord? Ça veut dire plus d'infos, pas de tri, un traitement de l'information beaucoup plus rapide, ok? Et donc, quand il observe son parent, bah, il a tout ça. Il observe tout de son parent. Vous savez, souvent, les parents, vous avez peut-être connu ça avec vos propres enfants, hein, et puisqu'ici, il y a des parents aussi d'enfants HP, cette sensation que vos enfants vous scrutent en permanence, qui sont capables de détecter la moindre petite mimique, le moindre petit changement d'attitude que vous-même, vous n'aviez pas fait gaffe du tout. Vous savez, c'est les enfants qui vous disent, mais pourquoi vous faites cette tête-là? Pourquoi tu fais cette tête-là? Alors que nous, on n'a pas l'impression qu'on a changé quoi que ce soit à notre tête, justement, mais eux, ils l'ont perçu. On revient au début de mon propos, les enfants apprennent par imitation, mais vous comprenez que un enfant HP, il apprend aussi par imitation, mais avec beaucoup plus d'informations reçues. D'accord? Ça veut dire que pour modifier ses comportements, pour trouver un épanouissement qui soit plus durable, pour développer ses compétences, pour répondre à ses besoins, eh bien, il va falloir que la personne qui se bouge dans sa posture, ce soit le parent. C'est le parent par la manière dont il incarne les choses, dont il exprime les choses au monde à travers lui, qui va être le modèle de l'enfant. Et c'est une parentalité qui est très exigeante, la parentalité avec un enfant à haut potentiel, justement parce que ces enfants captent tout, voient tout, perçoivent tout, et donc il n'y a pas le droit à l'erreur. En tout cas, c'est la sensation qu'on a comme parent, hein. Il n'y a pas le droit à l'erreur parce que tout est scanné au millimètre près. Et donc, vous comprenez bien que si j'interviens comme professionnel, quelle que soit ma discipline, si j'interviens uniquement sur l'enfant, eh ben, je donne un coup d'épée dans l'eau. Parce que ce qui va vraiment se produire, c'est ce que l'enfant va observer de son parent. Et donc, c'est la posture parentale qui a besoin d'être modifiée. OK? Ça, c'est vraiment important. Et puis, accompagner uniquement l'enfant, bah, c'est un peu comme mettre un pansement sur une blessure profonde. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que oui, il y a des stratégies et des techniques qui peuvent marcher uniquement sur l'enfant, mais ce sera jamais durable tant que ce n'est pas inclus dans une dynamique familiale globale. Parce que le petit pansement que vous allez mettre pendant votre séance, l'attention, le petit réglage que vous allez être en capacité de faire pendant votre séance, c'est juste un petit pansement qui va être déchiré dès que l'enfant va se retrouver dans son milieu familial. Bah, parce que s'il n'y a pas de reprise de tout ça au niveau familial, au niveau des parents, eh ben, ça tiendra pas, ça durera pas, puisque l'enfant va se dire, OK, la psychologue, la naturopathe, la coach, peu importe qui me conseille d'agir de telle ou telle façon, me conseille de voir le monde de telle ou telle façon, mais c'est pas ce que je vois et ce que j'observe au sein de ma vie de famille, et donc je me recale sur mes parents, parce que mes figures d'attachement et les personnes les plus importantes pour moi restent mes parents. Donc peu importe ce qu'on m'a dit ailleurs, ça ne tiendra pas. OK? Est-ce que vous avez des questions sur cette première erreur? Est-ce que ça résonne pour vous? Ouais, je vois Christine, ça résonne bien pour vous. Les autres, n'hésitez pas à me mettre dans le chat, hein, si vous avez besoin de plus de précision ou si c'est OK, si ça roule pour vous, si vous avez envie Estelle, d'interagir. je peux parler? Bien sûr, je vous écoute. Qui avait envie de prendre la parole? Estelle, est-ce que je peux dire quelque chose? Bien sûr, Christelle, je vous écoute. Ben justement, là récemment, j'ai rencontré une petite où je suspecte un haut potentiel et en fait, donc en tant que psychologue, OK. et la maman, elle m'a dit après la première séance, les comportements pendant 3 jours se sont améliorés, mais au bout de 3 jours, voilà, tout est redevenu un petit peu comme avant, donc ça illustre bien ce que vous dites. Après, je commence à peine, donc j'ai pas pu enclencher vraiment encore. Oui.
sur l'accompagnement parental, mais voilà, ça me fait sourire parce que ça a tenu 3 jours et ça reflète exactement ce que vous dites. C'est ça. Merci beaucoup pour ce partage et ce témoignage, Christelle. En De effet, hein, rien. on a tous observé ça à un moment ou un autre, hein. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que vous êtes de mauvaises professionnelles. Je parle au féminin parce que je crois que ce soir, il n'y a que des femmes. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes de mauvais professionnels en général, hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut remettre en question votre manière d'accompagner. C'est pas ça et vous allez voir pourquoi est-ce que c'est pas ça. C'est juste avoir conscience que vous allez forcément être confronté à ça si vous vous en tenez à n'accompagner que l'enfant. Parce que, comme Christelle vient d'en témoigner, hein, ça va tenir 3 jours. Et puis l'enfant, il va se recaler sur ses figures d'attachement, sur le modèle dans lequel il baigne en permanence, ses parents. Et si parallèlement, les parents n'ont pas fait un petit bout de chemin aussi, toute l'énergie que vous allez mettre à mettre en place, à mettre en place avec l'enfant, ça va retomber assez rapidement, justement. OK. Deuxième erreur, généraliser au lieu de personnaliser. Qu'est-ce que je veux dire par là? La théorie ne suffit pas. Alors oui, c'est important d'avoir de la théorie, c'est important de connaître ce que c'est que d'être à haut potentiel. Par exemple, je vais faire défiler parce que je ne me rappelle plus de ce que je vous avais marqué. La connaissance théorique était essentielle, mais elle ne permet pas de réduire les crises émotionnelles complètes. C'est ça. C'est important d'avoir une bonne connaissance avec les connaissances qu'on a aujourd'hui, en 2025, parce qu'on est aussi au début de ces connaissances-là plus profondes, hein, d'avoir une bonne connaissance de ce que veut dire être à haut potentiel dans le monde d'aujourd'hui. Pour vous partager, moi je suis formée auprès de Fanny Nussbaum, vous m'avez peut-être déjà entendu en parler régulièrement. J'ai la chance d'avoir Fanny, je l'ai d'abord invitée dans le cadre des festivals que j'ai organisés, et puis le feeling a fait qu'on est devenu proches et que j'ai la chance de pouvoir me former auprès d'elle. Donc Fanny Nussbaum qui est neurologue et qui est aussi chercheuse sur l'intelligence et qui mène des recherches régulières sur cette question du haut potentiel, etc. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que le haut potentiel, c'est très loin de n'être que le résultat d'un test de QI. Le test de QI, c'est un indicateur, mais ce n'est qu'un indicateur. Être à haut potentiel, c'est une toute autre manière d'être au monde. C'est une autre manière d'être au monde. C'est des mécanismes neuropsychologiques qui sont différents. Je vous en ai expliqué quelques-uns dans la partie d'avant, hein. Cette hyperesthésie, par exemple, est un fonctionnement spécifique. L'hypersensibilité émotionnelle des hauts potentiels est un fonctionnement spécifique. Toutes les personnes au potentiel sont des personnes hypersensibles. L'inverse n'est pas vrai. Tous les hypersensibles ne sont pas forcément des hauts potentiels. OK? Mais il a été démontré par les études, donc de Fanny Nussbaum, d'Olivier Revoll, de Dominique Sapé-Marinier, avec ces études par IRM, hein, donc on n'est pas juste dans de la théorie. Il a été démontré qu'il y a tout un tas comme ça de fonctionnements neuropsychologiques qui sont spécifiques. Pourquoi c'est important de les connaître? Parce que ces fonctionnements neuropsychologiques spécifiques qui vont au-delà d'un score de QI, qui vont bien au-delà de ça, ça implique une autre manière d'être au monde. Et cette autre manière d'être au monde, elle implique des besoins qui sont différents, ou en tout cas des besoins supplémentaires par rapport à d'autres enfants. Par exemple, les enfants au potentiel ont les mêmes besoins que tous les autres êtres humains, ok? C'est pas des machines, hein. Mais par exemple, et on va retrouver un besoin de sens qui est au même niveau que le besoin de se nourrir chez un enfant au potentiel. Essayer de donner une consigne qui n'a pas de sens pour un enfant au potentiel, vous allez vous rendre compte que ce besoin de sens, il est primordial. Ok, le besoin d'équité est primordial. Le besoin de justice est primordial. Les enfants au potentiel et l'injustice, c'est un domaine compliqué. Donc, il y a tout un tas de besoins qui sont soit spécifiques à ces enfants-là, soit qui sont beaucoup plus importants que pour les autres enfants. D'accord? Au milieu de ça, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir aussi? Qu'il existe plein d'enfants à haut potentiel. Alors, il y a différents profils.
d'enfants, ce que Fanny distingue entre les profils laminaires, les profils plus complexes. Donc il y a ces deux grandes familles, ces deux grands profils, mais à l'intérieur de ces deux grands profils, d'abord, il n'y a pas, on n'est jamais soit 100% laminaire, soit 100% complexe, hein, c'est des pourcentages et des fois c'est beaucoup moins clair que ça, cette histoire-là. Mais surtout, ce qu'on a besoin de ne pas perdre de vue, c'est que chaque enfant reste un individu unique, avec son haut potentiel. Ça n'empêche que cet enfant-là, il a un haut potentiel, avec sa manière de l'être à lui, mais il a aussi un caractère, il a aussi une personnalité, il a aussi un environnement dans lequel il évolue. Donc si, comme professionnel de l'accompagnement, je me dis, OK, j'ai une bonne connaissance théorique de ce qu'est le haut potentiel, j'ai tout lu, j'ai écouté plein de conférences, c'est bon, je sais ce qu'est le haut potentiel et donc je vais avoir des outils spéciaux au potentiel eh ben, ils ne vont pas marcher non plus, vos outils et vos stratégies, parce qu'ils vont oublier de tenir compte de la manière dont se vit le haut potentiel pour cet enfant-là. Et il se vit au travers de son caractère, de sa personnalité, de son expérience de vie, de l'environnement dans lequel il vit, etc., etc. Donc la théorie, oui, très importante à avoir comme base de repère dans nos accompagnements, mais elle suffit jamais. C'est vraiment important d'aller au-delà de la théorie. Parce que sans cette personnalisation, c'est-à-dire l'adaptation de vos outils, quels qu'ils soient, outils de sophrologie, de naturopathie, de thérapie pour les psychologues, de coaching pour les coachs. Encore une fois, peu importe, hein, dans mon programme, il y a des sophrologues, il y a des psychologues, il y a des coachs scolaires, il y a des enseignants, il y a tout un tas de professions. Ce qui est important, c'est que vous personnalisiez les outils, pas uniquement au haut potentiel, mais à cet individu-là. Et on va voir même après à cette famille-là, à ces parents-là. C'est important de retourner à de la personnalisation pour que vos outils ils soient réellement efficaces. Je vais vous prendre un exemple. J'accompagne régulièrement des familles dont la demande est le rituel du coucher. Ok, les enfants au potentiel, elles sommeillent. C'est souvent une affaire un petit peu compliquée pour pas mal d'entre eux, en tout cas pour pas mal de parents qui demandent du soutien. Et donc, j'arrive pas à le coucher, il se relève 20 fois, ou il dort pas assez, etc. Il y a un gros sujet autour de la question du sommeil. Si je prends une théorie générale, je me dis, OK, moi, ce que je sais, c'est que les routines, avant d'aller se coucher, c'est génial. Ça marche super bien, donc je vais conseiller à cette famille de mettre en place une routine. D'accord? Et puis, je vais appliquer une routine qui me paraît globalement, c'est une routine qui marche. Sauf que j'ai oublié qu'en face de moi, j'ai un enfant qui a un tempérament plutôt opposant, qui ne collabore pas très facilement. J'ai un enfant qui a deux frères plus grands que lui et qui, eux, vont se coucher beaucoup plus tard. J'ai un contexte familial. J'ai des parents qui, le soir, sont crevés et ont envie de beaucoup de choses, sauf de mettre 1 heure et demie à mettre en place une routine. OK? Qui ont des journées de travail intenses et qui n'ont pas la disponibilité psychique le soir pour accompagner la routine de l'enfant. Vous voyez bien que, d'abord, si vraiment je veux mettre en place une routine, ben, il va falloir que je tienne compte du fait que cet enfant-là a ce tempérament-là, ce caractère-là. Donc, possiblement, ben, il va falloir que la routine, elle soit faite en co-création avec l'enfant, voire que ce soit même lui qui la fasse pour contrecarrer ses tendances à être plutôt opposants. Il va falloir répondre à son besoin de justice et à pourquoi mon grand frère il se couche plus tard et moi je ne peux pas me coucher plus tard. Il va falloir tenir compte du fait que maman, elle est crevée à la fin de la journée et que papa, il a décidé que ce n'était pas son problème. Il va falloir que je tienne compte de tout ça pour personnaliser une routine à cette famille-là. À côté de ça, si j'ai une famille où j'ai un enfant qui est plutôt coopérant et qui, sa difficulté à lui, c'est juste qu'il est plutôt anxieux le soir au moment de se coucher parce qu'un enfant HP, quand il va se coucher, il n'y a plus de stimulation. Et qu'est-ce qui se passe quand un enfant HP n'est plus stimulé? Il pense. Et il pense pas à des trucs sympas. Il pense à la fin dans le monde, il pense à la guerre en Ukraine, il pense à la dernière dispute entre papa et maman. Il a des pensées qui sont plutôt angoissantes puisqu'il en a beaucoup.
des pensées et puis qu'elles font des liens les unes avec les autres et souvent sur des sujets qui sont plutôt angoissants. Si cet enfant-là, il a un tempérament plutôt coopérant, qu'il est plutôt anxieux, bah, avec lui, on va pouvoir créer une routine qui va être tout à fait différente, qui va répondre à son besoin de sécurité au moment d'aller se coucher, et puis qui va répondre peut-être à une présence maternelle rassurante, et puis qui peut-être va inclure un temps où il peut se reconnecter à des choses positives, etc., etc. Donc vous voyez bien que un outil en soi, et on en voit plein les réseaux sociaux et on en voit plein partout. Je vous rappelle 2025, intelligence artificielle, tous les réseaux sociaux, les parents des outils, ils en ont à profusion. OK? Ils n'ont pas besoin de nous pour avoir des outils, ils en ont, ils en trouvent partout. Mais ce qu'ils ne vont pas trouver, c'est le fait de les personnaliser, ces outils. Et le fait que vous soyez en capacité d'avoir une vue globale sur les parents et sur l'enfant pour pouvoir mettre en place des outils qui sont adaptés. Pourquoi est-ce que je rajoute sur les parents? Parce qu'on oublie trop souvent les parents, encore une fois, dans la mise en place de ces outils. De quoi est-ce que sont capables ces parents à ce moment-là de leur journée? Et c'est OK, en fait, que maman, elle rentre du boulot à 18 heures et qu'elle soit crevée de sa journée et qu'elle n'ait pas l'énergie de faire ceci ou cela. Et comme accompagnante, j'ai besoin de le savoir. Peut-être même que ces croyances de maman, c'est que tant que toute ma famille n'est pas au calme, moi, j'ai pas le droit de me reposer. J'ai besoin de connaître les croyances de cette maman pour savoir comment l'aider le mieux possible à créer une soirée qui puisse plus apaisante pour tous les membres de la famille. Donc, vous voyez que cette personnalisation des outils est hyper importante, bah, comme je vous l'ai dit, parce que chaque famille est unique. Je vous ai parlé de l'unicité des enfants, je pourrais vous dire la même chose sur les parents, hein. Un parent, c'est quoi? C'est un enfant qui a grandi dans une famille, qui a reçu un certain type d'éducation, qui a grandi souvent avec des blessures. Souvent, les parents d'enfants HP, ils ont une petite tendance à être eux aussi HP, sauf qu'ils n'ont pas été détectés et identifiés quand ils étaient plus jeunes. Donc, ils ont grandi avec pas mal de blessures. Et puis, ils ont des croyances sur leur parentalité, ils ont des valeurs qui sont les leurs. Ils ont parfois des religions, des cultures qui sont les leurs et qui impactent également leur manière de vivre leur parentalité. Et puis, ben, des parents, parfois, souvent, il y en a deux, et c'est pas la même chose pour les deux. Les valeurs sont pas forcément les mêmes, les croyances sont pas forcément les mêmes. Ce qui est important pour l'un ne l'est pas forcément pour l'autre. Et donc, vous voyez bien que chaque famille est unique et c'est pas juste un effet de langage. C'est vraiment, moi, dans toutes les familles que j'accompagne, il n'y en a pas une qui ressemble à l'autre. Parce que les histoires sont pas les mêmes, les contextes de vie sont pas les mêmes, les pensées, les croyances, là où ils en sont dans leur chemin de parentalité aussi ne sont pas les mêmes. Donc, vous comprenez que la généralisation, c'est le poison de vos accompagnements. C'est ce qui fait aussi hein, que les parents d'enfants à haut potentiel, ils naviguent de professionnel en professionnel, qui leur donnent tous les mêmes outils, qui leur font tous les mêmes réponses, et où ils s'y retrouvent pas. Parce que bah, ils ont déjà fait beaucoup de recherches, parce qu'ils sont déjà bien fatigués, ils ont déjà cherché beaucoup de solutions avant d'arriver vers vous. Et si vous vous contentez de leur donner des outils qu'ils ont déjà entendus partout, vous n'allez pas arriver à les engager dans vos accompagnements. Et ce qui est triste là-dedans, bah, c'est que ça crée beaucoup de frustration pour les professionnels comme vous qui êtes vraiment engagés et qui avez vraiment envie d'aider ces familles-là. Et ça crée aussi beaucoup de frustration du côté des familles. Est-ce que ça résonne pour vous, ça, cette personnalisation? Dites-moi ça dans le chat ou par... Christine me dit que oui. Est-ce que quelqu'un d'autre a envie de partager comment ça résonne, ça, dans le chat ou à l'oral, hein, peu importe. Dites-moi. Alors, j'ai un petit message dans le chat, je vais aller voir ça. Hop. Oui, je l'ai vécu. Ok, bah voilà. Comme ça, comme ça met tout le monde d'accord. C'est vraiment ça, hein. On l'a tous vécu et c'est vraiment indispensable d'être en capacité de personnaliser. Julie qui dit oui, beaucoup, je confirme avec les enfants que j'ai accompagnés en classe. Exact. Alors avec en plus, hein, Julie, en classe, la difficulté bah, de la surcharge, hein, c'est-à-dire du nombre d'enfants avec le nombre d'enfants atypiques et la nécessité de personnaliser pour chaque enfant. Et c'est encore c'est compliqué en classe et c'est d'autant plus compliqué si on ne fait pas de travail parallèlement avec les parents.
En naturopathie, la personnalisation est le cœur de notre métier et en sophrologie, on s'adapte à chaque personne. Absolument. Et vous voyez bien hein, que c'est vraiment pour tout le monde, hein, tous les membres de la famille, les parents et les enfants. Génial. Alors on poursuit. Troisième erreur, oublier le vécu des parents. Je vous en ai fait un petit peu l'introduction hein, il y a quelques minutes. Vous ne pouvez pas accompagner efficacement j'ai oublié de marquer les enfants, sans accueillir la réalité des parents. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vous ai dit tout à l'heure que les enfants au potentiel, ce sont des enfants comme les autres avec des spécificités. Bah, pour les parents, c'est pareil. Ce sont des parents qui rencontrent les mêmes défis que les autres parents, mais ils ont des bonus eux aussi. Le bonus, c'est l'épuisement. Ce sont souvent des parents qui sont très fatigués parce qu'ils vivent un quotidien qui est très intense avec leurs enfants. Vous en avez eu pour certains et certaines d'entre vous. Vous savez que ça peut être une aventure magnifique, mais que c'est intense à vivre aussi. C'est un sentiment de solitude. Pourquoi ce sentiment de solitude? Parce que quand j'ai un enfant qui a un handicap, je suis reconnue par la société comme étant un parent qui a besoin d'aide, qui a besoin de soutien, qui a besoin d'attention, etc., etc. Quand je suis parent d'un enfant à haut potentiel, on est encore dans une société, dans des sociétés dans lesquelles le haut potentiel n'est vu que par sa lorgnette de c'est quand même un plus, et on est d'accord là-dessus, c'est quand même un plus, ok? Mais on oublie de regarder ce que ça fait vivre à ces familles-là, la différence de leurs enfants, les peurs que ça génère, le fait de se sentir complètement démunis face à un enfant qu'ils ne comprennent pas. Je crois que 100% des familles que j'accompagne viennent d'abord parce qu'ils ne comprennent pas leurs enfants, parce qu'ils ne comprennent pas comment ils fonctionnent, parce qu'ils ne comprennent pas. Et ça, quand on est maman, quand on est papa, ça fait vivre une détresse qui est profonde. OK? Donc, c'est vraiment important d'accueillir cette réalité des parents. Je vous l'ai dit, ils vivent dans la culpabilité aussi, hein. Pourquoi la culpabilité? Bah parce que autour d'eux, ils ont des familles, on va dire, classiques, qui rencontrent des défis classiques, qui mettent des choses en place, et ça marche. Et ça fonctionne bien. Et moi, avec mon enfant HP, je mets en place les mêmes trucs et ça marche pas. Donc, qu'est-ce que je finis par me dire? Bah, soit que mon enfant est défectueux, qu'il faut le modifier, qu'il faut le changer, qu'il faut le faire rentrer dans le cadre, qu'il faut qu'il arrête d'être comme ci, qu'il arrête d'être comme ça, soit que moi, je ne suis pas un bon parent. Je ne suis pas une bonne maman, je ne suis pas un bon papa parce que je ne suis pas en capacité de répondre aux besoins de cet enfant-là que je ne comprends pas. OK? Et ça, c'est une donnée très importante. Vous allez voir pourquoi ensuite. Mais le vécu des parents, qu'est-ce que ça veut dire que d'être un parent d'enfant à haut potentiel? C'est vraiment quelque chose qui est vraiment sous-estimé, je trouve, dans beaucoup d'accompagnements, et qui fait qu'on ne tient pas compte de ça quand on les accompagne. Et pourtant. Et pourtant, un parent qui n'est pas soutenu de la bonne manière, bah, c'est un enfant qui est en crise en permanence, hein. On revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Euh, les enfants qui adoptent des comportements dérangeants, débordants, ne le font jamais par plaisir. Ne le font jamais parce que c'est un kiff le matin de se lever et de se demander qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire vivre à leurs parents dans la journée qui va être absolument horrible pour tout le monde. Ok, ça n'existe pas, ça. On va tout de suite sortir cette idée-là de nos têtes. Ça n'existe pas. Les enfants, ils préfèrent toujours avoir une belle relation avec leurs parents. Mais quand un enfant est en crise en permanence, bah, ça veut dire que il y a un parent là qui n'a pas la posture adaptée, qui n'a pas compris quelque chose dans le fonctionnement de son enfant, qui n'est pas en capacité de mettre en place des choses qui répondent aux besoins de cet enfant-là avec son haut potentiel. Et donc, s'il n'est pas soutenu dans cette démarche-là, l'enfant sera en crise en permanence. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important à comprendre. On rejoint hein, l'erreur numéro un de se centrer sur l'enfant. Les enfants ne sont que les symptômes des difficultés des parents. Ils sont les symptômes de deux choses, les enfants, des difficultés des parents, et des parents d'enfants à haut potentiel en particulier, et du fait que ce sont des enfants. Et que donc, ben, il y a encore tout un tas de compétences qu'ils n'ont pas développées,
nous-mêmes comme adultes, il y a tout un tas de compétences qu'on n'a toujours pas développées ou qu'on est toujours en train d'essayer de développer. La gestion des émotions, la gestion de la frustration, l'empathie, l'autonomie, toutes ces compétences-là, c'est le chemin d'une vie de les développer. C'est pas à 18 ans, c'est bon, on a tout et c'est pas vrai ça. On est tous en chemin en permanence sur le développement de ces compétences. Donc à 6 ans, 7 ans, 12 ans, 14 ans, même 16 ans, même 18 ans, un enfant, il est loin d'avoir développé toutes les compétences. Mais s'il a en face de lui un parent qui n'a pas développé ces compétences-là non plus, comment il fait? Qui lui transmet? Qui lui enseigne? Qui lui montre le chemin? Qui lui montre la voie? Ben personne. Parce que malheureusement, et Julie me dira pas le contraire, c'est pas dans nos écoles aujourd'hui qu'on développe ces compétences-là, ou en tout cas on n'a pas de focus pour le développer. Il y a plein d'enseignants qui sont hyper engagés et investis dans cette dynamique-là, mais il reste des individus par-ci, par-là. Il n'y a pas de dynamique globale pour développer les compétences, ces compétences-là qui sont vitales pour l'épanouissement des enfants. Et donc, bah, et souvent, les parents, comme moi, hein, comme je vous l'ai dit, j'ai 48 ans. Quand j'étais une petite fille, mes parents étaient très loin d'imaginer que j'étais au potentiel. Ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient à cette période-là, les pauvres. Ça n'a pas été toujours facile pour eux. Mais surtout, il y a tout un tas de compétences qu'ils n'avaient pas développées et que personne ne les a aidés à les développer. Et la première brique à poser quand on veut accompagner un enfant au potentiel, c'est d'aider son parent à développer ces compétences-là. C'est la première brique à poser, puisque c'est parce que le parent va développer ses compétences qu'il va pouvoir être un meilleur modèle pour son enfant, et donc l'enfant va pouvoir apprendre par imitation de manière simple et naturelle. OK? Donc, le vécu des parents, là où ils en sont, de leur chemin de parentalité, de leurs compétences, de comment est-ce qu'ils sont capables de répondre ou pas à leurs propres besoins, etc., etc., ce sont les pierres, les premières pierres. Alors, Laureline, personnellement, je vois la différence qui est d'ailleurs énorme en fonction de ma norme à moi, fatigue égale irritable égale enfant en détresse. Oui, bien sûr, bien sûr. On ne peut que la voir. Et l'idée de la voir, Laurelène, ce qui est important que je vous dise ici, l'idée de la voir, c'est pas pour en culpabiliser, c'est pas pour dire oh là là, mon Dieu, je suis fatigable et donc je suis pas un bon modèle pour mon enfant. Non, je suis fatigable. Quand je suis fatigable, je suis irritable. Quelles compétences est-ce que je peux développer? Et ici, je dirais comme ça, sans vous connaître, une compétence en termes de communication. Comment je peux communiquer à mon enfant que quand je suis fatiguée, je suis irritable, mais qu'il y est pour rien, que c'est quelque chose qui m'appartient et que voilà quelle stratégie je mets en place pour que ça n'impacte pas trop. C'est reprendre la responsabilité de nos propres niveaux d'état d'être à un moment donné comme parents et puis d'être dans cette démarche de comment je peux faire mieux la prochaine fois. Mais ça ne veut pas dire que ça ne demande à personne d'être des parents parfaits, hein. Je vais vous en parler, mais ça, c'est une illusion aussi. Vos enfants n'attendent pas que vous soyez des parents parfaits. Par contre, si vous n'avez pas développé cette compétence, par exemple, de communication, bah, vous allez rentrer dans cette spirale fatigue, irritable. Si je suis irritable, je m'énerve. Quand je m'énerve, mon enfant est en détresse. Et on fait la boucle. Et on tourne là-dedans comme un hamster pendant un moment. Si je prends le recul nécessaire et que je me dise, OK, là, j'ai une compétence, il y a un truc que j'ai pas développé. Je ne suis pas capable aujourd'hui de communiquer à mon enfant ma fatigue, mon irritabilité pour pas que ça l'impacte. Pas de souci. Génial d'en prendre conscience. Vous allez pouvoir le faire. On peut le faire à n'importe quel moment de la vie. Et les personnes et professionnels qui sont là ici le savent, c'est notre job. En tout cas, moi, c'est ce que je vous invite à faire, ça devienne votre job d'aider les parents à développer ces compétences-là, justement. Et c'est comme ça que vous allez modifier la vie de famille. C'est comme ça que vous allez permettre à des parents d'être plus épanouis dans leur parentalité et puis à des enfants à grandir plus sereinement. Merci pour ce partage, justement. Votre mission à vous, du coup, c'est quoi? Ben, c'est leur apporter écoute active, validation et stratégie émotionnelle quand on parle de crise, mais pas que. Compétences. Compétences. Vous savez, dans les compétences qui sont répertoriées par l'OMS pour être un adulte épanoui, il y en a beaucoup. Confiance en soi, estime de soi, autonomie,
empathie, gestion de la frustration, bien sûr. J'aime pas du tout la gestion des émotions, mais en tout cas, une expression saine de nos émotions. Communication, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de compétences à développer si on veut accéder à une meilleure version de nous-mêmes. Et moi, je trouve, je ne sais pas si vous le partagez, mais moi, je trouve que c'est la beauté de l'aventure humaine. C'est qu'on est en permanence en évolution. Et c'est pas, oh là, j'en suis là, bah, j'en serai là toute ma vie. Non, on peut évoluer à tout moment. Il suffit de le vouloir, simplement. Et votre job à vous, professionnel de l'accompagnement, va être justement d'identifier où en sont les parents. Ils en sont où dans le développement de ces compétences-là? Les comportements de leurs enfants, ils vous disent quoi des compétences des parents? Et ensuite, de pouvoir justement leur proposer des stratégies pour développer les compétences de tous les membres de la famille. Oui, absolument, Virginie. Accueillir ses émotions sans jugement, les accepter. Exact. Mon expérience d'accompagnement des parents dans leurs compétences de parents en crèche vont vraiment m'aider à ce niveau. Ouais, absolument. Ça, c'est vraiment. Vous savez pourquoi est-ce que c'est tellement important? Parce que c'est un changement de posture professionnelle. Comme professionnel de l'accompagnement, on est tous plus ou moins habités par le syndrome du sauveur. Vrai ou pas? On a tous choisi de faire ces métiers-là. C'est un peu raide ce que je vais vous dire, mais parce que je le pense vraiment, puis parce que je suis comme ça. On a tous plus ou moins choisi de faire ce métier-là pour réparer quelque chose en nous, ou réparer quelque chose dans notre famille, ou réparer quelque chose dans notre environnement. D'accord? Et donc, quand on est confronté à un parent qui est en détresse, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut le sauver. Qu'est-ce qu'on va faire pour le sauver? On va lui donner des stratégies, des outils, des conseils. On va s'engager pleinement. Et puis, on va être super frustré parce que ça marche pas. Parce que ça marche pour personne. Si ce soir, je vous disais, voilà comment il faut faire exactement petit A, petit B, petit C pour accompagner les parents et vous verrez, ça va super bien marcher, vous auriez déjà quitté la conférence. Personne n'a envie qu'on leur donne des conseils. Ça n'existe pas. L'être humain n'aime pas ça en général et les HP encore moins. OK? Donc, c'est vraiment abordé sous l'angle des compétences des uns et des autres. Et justement, bah, c'est vraiment du coup être dans ce respect de l'individu là où il en est à ce moment-là et avoir cette confiance que tout le monde est en capacité de faire le petit pas d'après. Et moi, comme accompagnant, je suis celui ou celle qui va guider, accompagner jusqu'à ce prochain petit pas uniquement. OK? Quatrième erreur, ne pas avoir de structure claire. Et ça, c'est une erreur qui est fondamentale avec les parents d'enfants à haut potentiel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez besoin, avec un parent d'enfant à haut potentiel, d'avoir un plan d'action. Si vous n'avez pas de plan d'action, et je vais vous partager plus en détail, vous allez vous épuiser comme professionnel de l'accompagnement, c'est ce que je vous disais, hein. Pourquoi est-ce qu'on s'épuise? Parce qu'on se dit, OK, je suis coach familial, je suis naturopathe, je suis psychologue, je suis sophrologue, je suis éducatrice. J'ai une mallette avec moi. Mes formations, elles m'ont donné des mallettes. D'accord? Je rencontre telle famille qui vit telle difficulté, je me dis, OK, tel outil, telle stratégie va être pertinente pour elle. Et je lui donne. Elle n'est pas personnalisée, elle n'est pas inscrite surtout dans un plan d'action clair. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Bah, souvent, la famille va revenir en vous disant, ça marche pas, votre truc. Ou j'ai déjà essayé. Le nombre de familles qui vont vous dire, j'ai déjà fait ça marche pas chez moi. J'ai déjà lu, j'ai déjà tenté, j'ai déjà essayé, etc., etc. Et puis, vous allez chercher un autre outil parce que vous avez vraiment envie d'accompagner cette famille. Et vous êtes vraiment impliqué là-dedans. Et vous allez vous épuiser à ça pour très peu de résultats, pour très peu d'impact, parce que ce qu'il vous manque, c'est un plan d'action clair. OK? Pour vous-même, pour pas vous épuiser, et pour les familles. Pourquoi pour les familles? Je vous l'ai dit tout à l'heure, la majorité des parents d'enfants au potentiel qui demandent de l'aide et du soutien sont eux-mêmes au potentiel. Dans les 400 familles que j'ai accompagnées, j'en ai jamais rencontré qui n'étaient pas eux-mêmes concernés par le haut potentiel. OK?
Ça ne veut pas dire qu'ils le sont tous. Il n'y a pas d'études scientifiques, puisque c'est la mode des études scientifiques. Il n'y a pas d'études scientifiques qui démontrent ça. Mais les professionnels de l'accompagnement qui accompagnent ces familles, Jean-François Laurent, avec qui je suis amie, Fanny Nussbaum, Olivier Revol et les autres, s'accordent à dire que majoritairement, quand un parent vient demander de l'aide et du soutien et qu'il a un enfant qui est identifié au potentiel, il est lui aussi très souvent concerné par le haut potentiel. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Ça nous dit que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de quoi a besoin avant tout une personne au potentiel? Elle a besoin de sens. Si elle ne comprend pas le sens de votre accompagnement, vous allez pouvoir lui proposer tous les outils du monde. Vous n'allez jamais arriver à l'engager dans votre accompagnement et vous savez tous et toutes ici combien l'engagement des familles, c'est notre cheval de bataille. Si les familles ne s'engagent pas avec nous, on peut leur donner tous les outils, toutes les stratégies, tout ce qu'on veut, rien ne fonctionnera. Ce qu'on cherche, c'est d'abord à avoir de l'engagement, de la confiance de la part des familles. Un parent d'enfant au potentiel, s'il ne comprend pas le sens de votre accompagnement, il va lâcher très vite parce que ça ne fera pas sens pour lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos outils sont précieux. Vous avez de très bons outils, j'ai aucun doute là-dessus, mais ils ont besoin d'être intégrés dans une structure qui soit claire avec des étapes concrètes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que je vous invite à considérer ce soir, c'est la mise en place d'un projet d'accompagnement familial dans lequel on va inclure le parent et l'enfant. On va plus choisir entre j'accompagne les parents ou j'accompagne l'enfant ou j'accompagne des fois le parent et puis des fois l'enfant. On va avoir un projet d'accompagnement familial. Le projet d'accompagnement familial, il va être basé sur qu'est-ce que j'ai compris de cet enfant-là, avec tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est quoi sa manière d'être à haut potentiel pour lui, pour cet enfant-là, parce que c'est pas pour tout le monde pareil. Comment ça s'exprime au travers de son caractère, de sa personnalité? C'est quoi les différents profils dans lesquels je peux reconnaître cet enfant? Et puis ensuite, c'est qui ce parent-là, cette maman-là qui est en face de moi? C'est quoi sa manière d'être parent? C'est quoi ses valeurs? C'est quoi ses croyances? C'est quoi ses expériences autour de la parentalité? Comment est-ce que je peux la connaître le mieux que je peux? Et ensuite, une fois que j'ai ça, je peux me redemander, c'est quoi les attentes de cette famille? On va dire, on va reprendre l'exemple de l'opposition, je l'aime bien parce qu'il est assez clair, puis il est assez fréquent avec les enfants HP, donc c'est pas, c'est un exemple qui peut-être va vous parler. Euh, si au fil de ce travail que j'appelle un travail d'enquête, hein, c'est bien plus qu'une anamnèse, c'est vraiment un travail d'enquête précis qui permet vraiment d'avoir beaucoup de détails, de beaucoup de compréhension sur qui est-ce que je vais accompagner. Et bien ensuite, je vais m'attacher aux attentes de la famille. La famille, elle vient avec quoi? Elle vient avec l'attente d'une baguette magique. Elle vient avec, j'ai un enfant opposant, je viens parce que je voudrais qu'il soit plus opposant. Ok, on est tous d'accord là-dessus. Les familles viennent avec ça et c'est normal qu'ils viennent avec ça. Ils sont épuisés, ils en ont marre, ils en peuvent plus, ils veulent que ça s'arrête en fait. Ça, moi, c'est pas, pour moi, je dis souvent aux familles, ça, c'est pas un objectif, c'est un vœu pieux. C'est un souhait à l'univers, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est pas un objectif. Mon travail à moi, votre travail à vous comme accompagnant, c'est de prendre cette attente, de prendre cette finalité. Cette famille voudrait que son enfant s'oppose moins. C'est ça la finalité. Quel chemin est-ce que je peux tracer en collaboration avec la famille, dans le respect de ce que j'ai compris de cette maman, de ce papa, de cet enfant? C'est quoi le chemin que je peux tracer avec eux en petit objectif, en petite étape, petit pas par petit pas, pour peut-être un jour arriver à cette finalité que cet enfant s'oppose moins. OK? Si vous êtes capable de construire ce projet d'accompagnement familial de cette manière-là, que vous êtes capable de le présenter aux familles que vous accompagnez et même de le co-construire avec eux, hein, c'est au-delà de le présenter, c'est vraiment de la co-construction. Alors ensuite, pour chaque objectif, vous allez définir les stratégies que on va expérimenter avec l'enfant et les stratégies qu'on va expérimenter avec le parent.
Parce que si l'enfant s'oppose, bah, peut-être qu'il a besoin de développer des compétences. On va identifier, puisqu'on a pris le temps de bien le connaître, on va identifier quelles seraient les compétences à booster un peu pour que cet enfant ait moins besoin de s'opposer. Et puis, qu'est-ce qu'on doit changer dans la posture parentale pour que ça réponde davantage aux besoins de cet enfant, pour que là encore, il n'ait plus besoin de s'opposer. Et vous voyez que dans cette dynamique-là et dans cette stratégie-là, j'accompagne les deux en même temps. Les deux font le chemin en même temps. Et ça, c'est hyper puissant parce que ça veut dire que l'enfant ne se vit plus comme défectueux. Et mon Dieu, chez les enfants au potentiel, c'est une souffrance profonde et je l'entends tellement souvent. J'ai un truc qui va pas, etc. Non, t'as pas un truc qui va pas, tu as besoin de développer des compétences. Bonne nouvelle, on va t'aider à le faire. Et pour les parents, eh ben, on va bouger la posture et on va le bouger par l'expérience. C'est quelque chose qui est très important parce que ça a un impact de dingue. Quand j'envoie une famille vivre une expérience, je ne la mets jamais en échec. Une expérience, j'en reviens avec l'idée que ça s'est super bien passé, j'ai adoré, ça a été facile pour moi, ça a été cool. On valide, on signe et on pourra reproduire ça. Où j'en reviens avec, ça a été une vraie galère. J'ai dû réfléchir 12 fois à ce qu'il fallait que je fasse et j'ai toujours pas trouvé. C'était pas naturel pour moi, c'était pas aligné, etc. Ça veut pas dire que j'ai raté mon expérience. Ça veut dire que l'expérience qui a été proposée, c'est juste pas la bonne en fait. Et moi, comme professionnel, je dis OK, ça veut dire que ça, c'est pas pour vous. On essaye autre chose jusqu'à trouver quelque chose qui vous ressemble vraiment. Et en parallèle, on permet à l'enfant de développer ses compétences. Donc, si vous êtes en capacité de créer ce projet d'accompagnement familial, de définir cette structure, cette clarté, excusez-moi, avec des étapes qui vont être concrètes, je vous assure que les parents d'enfants au potentiel vont être pleinement engagés dans vos accompagnements et que vous allez réellement changer leur vie, parce que c'est ce qu'on adore faire quand même. Ce qu'on adore faire quand même, c'est voir que les enfants vont mieux, que les parents vont mieux, que l'ambiance familiale va mieux. Et ce qu'on aime encore plus voir, c'est qu'ils aient plus besoin de nous. OK? C'est que c'est bon, c'est réglé. Alors souvent, quand on est dans cette dynamique-là, hein, ce qu'il faut que je vous partage, c'est que moi, je suis des familles depuis 5 ans, pour certaines. Pas parce qu'elles ont toujours besoin de moi, pas parce que les crises sont toujours là, absolument pas, mais parce qu'elles ont envie de continuer le chemin et de continuer de développer des compétences et de continuer de s'adapter à l'évolution de leurs enfants et qu'elles sont dans un parcours qui fait qu'elles n'ont pas du tout envie d'arrêter, mais il n'y a plus de souffrance derrière. OK? Est-ce que ça résonne pour vous, cette structure claire? Dites-moi ça, comme ça pendant ce temps, je bois un petit coup d'eau. Et surtout, hein, cette approche conjointe, parents et enfants. Alors, je vois que Christine est en train d'écrire. Les autres, n'hésitez pas et vous pouvez ouvrir votre micro si vous le souhaitez ou écrire dans le chat si c'est quelque chose si vous avez envie de partager quelque chose, hein. Laurelaine me dit, ça me parle vraiment beaucoup en effet. Et oui, hein, c'est quand même génial quand on peut faire le chemin ensemble et quand on peut arrêter de penser qui a tort, qui a raison, qui est le bon objet, le mauvais objet, et qu'on peut revenir à beaucoup plus d'humanité en se disant, OK, j'en suis là, mon enfant en est là, comment on fait pour avancer ensemble? Et ça, ça va vraiment créer, vous l'imaginez bien, hein, ça crée vraiment des dynamiques familiales qui sont durables. C'est pas comme vous me partagiez tout à l'heure, Christelle, hein, la stratégie qui tient 3 jours et puis après, il se passe plus rien. Ça embarque les familles dans une transformation qui va vraiment être durable. Donc, pour résumer ça, hein, votre méthode, vos stratégies, elle doit être simple, elle doit être mesurable et elle doit être progressive. J'ai pas tellement insisté sur le mesurable parce qu'en vrai, je pourrais vous en parler pendant jusqu'à 2 heures du matin et qu'on va quand même pas rester ensemble jusqu'à 2 heures du matin, même si j'adorerais ça. Et pourquoi c'est important mesurable? Parce que les familles, ils ont besoin de voir aussi comment ça avance, cette histoire-là. Donc, vos objectifs doivent être mesurables. Si je détermine que mon enfant, j'estime qu'une des problématiques, c'est qu'il manque de respect à son frère parce que il rentre dans sa chambre sans frapper, sans rien, et que le frère le vit très très mal dans la fratrie. OK? L'objectif, si mon objectif, c'est, ah bah alors on va mettre comme objectif qu'il faut qu'il respecte son frère.
Comment vous mesurez ça, vous? Moi, le respect, je ne sais pas le mesurer, hein. C'est une donnée qui est vraiment d'abord très individuelle. Là où moi, j'ai la sensation qu'on me manque de respect, c'est peut-être pas le cas pour vous et inversement. OK? Par contre, si je détermine comme objectif que bah, on est en train de travailler cette question du respect et donc l'objectif, c'est qu'il frappe 2 fois et qu'il attende que son frère lui dise entrer pour rentrer dans la chambre, alors là, j'ai un truc mesurable. Là, j'ai un truc que, que ce soit moi qui l'évalue, que ce soit Christine, Julie, Virginie, Christelle ou n'importe qui va être en capacité de dire c'est OK ou c'est pas OK. Il a frappé 3 fois ou il n'a pas frappé 3 fois. Donc, vous voyez, le mesurable doit être important pour justement que les familles se voient avancer aussi sur les différents chemins. Alors, je remarque que c'est ce que j'ai établi avec le coach des émotions de mes enfants, c'est ce que j'ai compris avec toutes les stratégies que j'ai mis en place avant de demander de l'aide. OK? Ok, donc oui, c'est vraiment cette stratégie hein, d'avancer ensemble. C'est vraiment, vraiment très important. Cinquième erreur et la dernière, la posture de l'expert tout-puissant qui bloque les familles. Alors, vous n'allez pas l'aimer, celle-là, et je l'aime pas tellement non plus, mais on doit quand même reconnaître qu'on peut tous et toutes avoir à un moment donné cette tendance-là. Je vous l'ai dit, comme professionnel de l'accompagnement, on est souvent habité par ce syndrome de l'imposteur. Est-ce que je suis légitime pour accompagner cette famille? Est-ce que je suis assez formée? Est-ce que j'ai les bons outils? Est-ce que j'ai les compétences? Etc., etc. Si en plus je suis un accompagnant au potentiel, je suis encore plus habitée par ce syndrome de l'imposteur parce que j'ai une petite tendance à voir tout ce qui ne va pas dans mes accompagnements beaucoup plus que tout ce qui va bien. OK? Ce syndrome de l'imposteur peut me conduire à tenter de me positionner comme celui qui sait. Parce que j'ai l'impression que c'est ça que la famille, elle attend. Pour qu'elle me fasse confiance, j'ai l'impression qu'il faut que je lui montre qu'en fait, je maîtrise le truc. Il faut que je lui montre que je sais ce qui va marcher, ce qui va pas marcher. Il faut que je lui montre que je suis solide comme professionnelle. Ok, ça, c'est tous nos syndromes de l'imposteur qui nous font vivre ça. Sauf que les parents d'enfants au potentiel, ils cherchent pas un expert qui impose. Ils cherchent un partenaire qui co-construit avec lui. C'est tout à fait OK de dire à un parent, écoutez, là, avec le niveau de connaissance que j'ai sur vous, sur votre enfant, j'ai encore aucune idée de ce qu'on va mettre en place. Je le fais régulièrement. J'en sais rien. D'abord parce que l'expert de l'enfant, ça reste toujours le parent. Ça, c'est une certitude. C'est lui qui a la meilleure connaissance de son enfant et de lui-même. OK? Et en plus, parce que j'ai besoin d'avoir, comme je vous l'ai dit, acquis beaucoup de connaissances sur l'un et sur l'autre pour pouvoir imaginer le chemin à tracer. Et quand je trace le chemin, j'ai aussi cette conscience que potentiellement, c'est pas le bon. Que potentiellement, il y a des étapes qui sont trop loin par rapport aux capacités actuelles de la famille. Puis il y en a d'autres qui sont vraiment trop près. Et que là, on peut vraiment sauter une page. OK? Mais que tout ça, va se co-construire avec la famille. Et je vous assure que les parents d'enfants au potentiel, si vous arrivez à adopter cette posture avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de bienveillance envers vous-même, en vous disant, j'ai pas besoin d'être celui ou celle qui sait tout, qui connaît tout, qui maîtrise tout, mais j'ai besoin d'être celui ou celle qui va guider, qui va soutenir, qui va tenir la main, qui va faire des propositions, etc., etc. Les parents d'enfants au potentiel vont vous faire une confiance absolue. La vraie expertise, c'est votre posture. Je répète ça, la vraie expertise, c'est votre posture. 90% de votre travail d'accompagnant, c'est votre posture. Vos outils, vos stratégies, vos protocoles, c'est 10% de votre job. Et on est dans un monde où on oublie ça. On est dans un monde où on oublie que on a choisi d'être professionnel de l'accompagnement pour accompagner des êtres humains. Parce qu'on a l'impression que dans le monde dans lequel on vit, et ce n'est pas qu'une impression, dans le monde dans lequel on vit, il faut des résultats rapides, il faut être performant rapidement, il faut avoir les solutions rapidement. Et on se laisse embarquer là-dedans. Mais j'ai envie de vous dire ce soir que vous pouvez choisir de retourner à plus d'humanité. Vous pouvez choisir de vous dire que quand je suis en train d'apprendre à connaître cette maman, je suis déjà en train de faire mon boulot. Elle est ressortie avec zéro outil.
Elle est ressortie avec zéro stratégie à mettre en place. Mais le temps d'échange que j'ai eu avec elle, sur un ton conversationnel, parce que c'est tellement important pour retrouver de l'humanité, de ne pas être dans un question-réponse, mais d'être dans une conversation humaine, j'ai déjà fait mon travail à ce moment-là. Je suis pleinement en train de faire mon travail à ce moment-là. Donc c'est vraiment vous, vous autorisez, parce que je sais que c'est quelque chose qui souvent crie déjà en vous. J'en ai marre des procédures, des outils, des stratégies. Ça me fatigue, ça m'épuise. Et puis j'ai pas choisi de faire ce boulot pour ça. Et non, vous n'avez pas choisi de faire ce boulot pour ça. Vous avez choisi de faire ce boulot pour être connecté à de l'humain. Donc, autorisez-vous à revenir à de l'humain et autorisez-vous à vous dire que votre expertise, elle tient majoritairement dans votre posture. Une posture d'humilité, une posture d'écoute et une posture de co-création. C'est vraiment la posture idéale parce que votre rôle, c'est pas de donner des outils, c'est pas de donner des stratégies, c'est pas d'avoir la baguette magique qui va résoudre les difficultés que les parents viennent déposer vers vous, c'est de les guider. C'est de leur montrer quel chemin, avec vos connaissances, avec tous vos bagages, votre expérience professionnelle, etc., c'est de tracer avec eux un chemin sur lequel ils vont pouvoir avancer le plus facilement possible et qui va leur permettre d'atteindre le résultat espéré. Nous sommes des guides. Nous ne sommes pas des prescripteurs. On n'est pas des toubibs et encore, dans mon programme de formation, il y a eu des psychiatres, donc eux, ils prescrivent. Mais quand on n'est pas habilité à prescrire, on n'est pas là pour dire, OK, opposition, resserrage du cadre, euh, telle règle, telle règle, telle règle, hop, j'ai fait ma prescription, partez à la maison avec ça et vous verrez, ça ira très bien. C'est pas ça notre boulot. Alors oui, les réseaux sociaux nous font penser ça. Aujourd'hui, vous regardez les réseaux sociaux, il y a plein de 3 étapes pour, 4 stratégies pour, comme si ça suffisait en fait. Mais c'est pas vrai, ça suffit pas. C'est pas pour ça qu'on a fait ce boulot-là. Alors, je vois que j'ai un message dans le chat, je vais aller vous lire. Ces paroles me font du bien. Ben, je suis ravie, Christine, vraiment. Si j'ai pu vous apporter ça dans cette soirée, alors croyez bien que je suis déjà ravie. Et vous me mettez les larmes aux yeux, mais ça, c'est normal. Ça fait partie de ce que je vis régulièrement. Mais ça me touche, en tout cas, que ça vous fasse du bien. Et c'est tellement important. Reprenez votre pouvoir. On n'est pas obligé de suivre le flot de la société qui ne nous convient pas. On n'est pas obligé d'embrayer dans ces dynamiques-là qui ne nous conviennent pas. On peut choisir de revenir à plus d'humanité. On se fait un petit récap des 5 erreurs que je vous ai partagées ce soir. Se focaliser uniquement sur l'enfant, généraliser au lieu de personnaliser, oublier le vécu des parents, qui sont ces gens-là, parce qu'ils ne sont pas tous les mêmes, pas avoir de structure claire et puis avoir une posture descendante, hein, cette posture de je suis derrière mon bureau et je suis celui qui sait, plutôt que d'être à côté de la famille et je suis celui ou celle qui va vous guider sur le chemin qui va être avant tout le vôtre. Julie qui dit merci beaucoup, c'est ce que j'essaie de faire au quotidien et j'ai l'impression d'être sur le bon chemin. Ben, génial, Julie, je suis bien contente. Est-ce que vous avez des questions? Ce soir, je me sens à ma place. Je vais vraiment pleurer, Christine. Il y a un moment, je vais pleurer, je vous le dis. Ah, je suis ravie, vraiment, je suis ravie. Est-ce que vous avez d'autres questions avant que je passe à la suite sur tout ce qu'on a vu? Des choses que vous aimeriez que je précise, des choses qui ne sont pas suffisamment claires. Donc, n'hésitez pas. Anne, Yas, Laurelène, Patricia, Samantha. Olivia et toutes les personnes présentes. Je ne vous vois pas tous, hein, parce que comme j'ai le PowerPoint, donc n'hésitez pas. C'est tout bon pour vous? Un petit pouce si c'est OK dans le chat. Ouais, Christine, c'est OK. Christelle, Julie et les autres, n'hésitez pas. Je prends un petit coup de nicotine et je reviens. Ça me permet de faire une petite pause. C'est OK pour Virginie. Ah, voilà, j'aime bien vous lire. Alors, tout est clair pour Patricia. Pour Yassé, ok, c'est parfait pour Julie. Ok, alors on va passer à la suite si vous voulez bien.
Et cette suite, c'est vous partager le jour où j'ai compris que je devais arrêter de me concentrer seulement sur l'enfant. J'étais extrêmement frustrée, comme je vous l'ai déjà partagé, malgré tous les efforts et toute l'énergie que je mettais à essayer d'accompagner les enfants. J'ai compris qu'en aidant les parents à changer, l'enfant, il évolue naturellement. Finalement, la plupart du temps, les enfants, hormis troubles, ok, hormis troubles avérés, on va être d'accord là-dessus, hein, la plupart des enfants n'ont pas besoin d'être accompagnés. Si vous aidez les parents à changer, l'enfant, il évolue naturellement. Pourquoi je vous dis ça? Dans les 400 familles accompagnées à ce jour, j'ai dû faire 2 suivis d'enfants. Je n'ai accompagné que les parents qui ont eu des modifications de leur vie de famille et des modifications du bien-être de leurs enfants incroyables. J'ai quasiment jamais vu les enfants. Les enfants n'ont pas besoin d'être accompagnés pour la plupart d'entre eux, ce sont les parents. Quand les parents changent, alors les enfants, ils évoluent naturellement. L'impact de la stratégie que je vous ai présentée ce soir, c'est un impact immédiat. C'est moins de crise à la maison, c'est plus d'harmonie familiale, c'est des résultats qui sont durables, c'est des relations agréables qui sont retrouvées, ce lien tellement important qu'on entretient avec nos enfants. Euh, c'est tout ça, la situation. Le vrai changement, c'est un changement de paradigme. Vous l'avez compris, la clé, salut le chat, la clé, c'est de transformer toute la famille simultanément, pas après l'autre, pas l'un et l'autre dans 2 espaces différents, simultanément. C'est l'évolution, comprendre que l'évolution de l'enfant HP, elle est indissociable de celle de ses parents. Et encore une fois, en vous écrivant ça, en vous disant ça, je suis moi-même maman d'un enfant HP, je sais à quel point c'est exigeant comme parentalité. On n'a pas d'autre choix. Rien d'autre ne fonctionne. On peut prôner tout un tas de stratégies de l'éducation positive, bienveillante, et mon Dieu que je m'inspire de tout ça et que je crois profondément à tout ça, mais ça marche pas avec un enfant HP si je ne fais pas moi-même le chemin en parallèle. C'est juste cette réalité-là. L'approche que je vous propose, c'est une stratégie unique, vous l'avez compris, qui combine l'accompagnement parental et l'épanouissement avec une magnifique faute de frappe et l'épanouissement de l'enfant, justement. Les résultats, c'est une synergie qui est hyper puissante. Et comme je vous l'ai dit dans mes accompagnements, c'est des résultats qui sont incroyables. Le jour où j'ai compris qu'en accompagnant les parents, en priorité, j'aidais automatiquement l'enfant. Tout a changé. Ma pratique a changé, les résultats que j'obtiens avec la famille a changé, mais ma légitimité aussi a changé. Parce que c'est quand j'ai commencé à avoir des résultats dingues avec des enfants qui étaient en crise 12 fois par jour. J'accompagnais des parents, j'ai accompagné des parents, donc les crises, c'était 12 fois par jour. Aujourd'hui, il y en a 1 ou 2 par semaine. Quand on obtient ces résultats-là, alors on se sent nettement plus légitime pour accompagner les familles les prochaines, justement. OK? Il y a 3 piliers dans la stratégie que je vous propose. Vous l'avez compris, un accompagnement qui est dual, des outils pour les parents et pour les enfants. Il y a une transformation qui est conjointe. C'est une famille qui grandit ensemble. Et il y a l'épanouissement de l'enfant au cœur, bien sûr, des préoccupations et des parents et du professionnel de l'accompagnement, qui passe par le développement des compétences des enfants. La plupart des enfants n'ont pas besoin d'un suivi, ils ont besoin de développer des compétences et c'est normal qu'à l'âge qu'ils ont, ils ne les aient pas encore développées. On oublie on l'oublie souvent avec les enfants HP parce que comme on peut avoir des discussions politiques, comme on peut avoir des discussions très, très élevées en termes de conscience des choses et de conscience du monde, on en oublie parfois qu'ils ont quand même que 7 ans et que donc certaines compétences basiques, ils ne les ont pas et qu'on a besoin de leur transmettre et de leur permettre de les développer. Pourquoi est-ce que ces 3 piliers ils sont importants? Je vous ai mis ici une petite figure que j'aime bien vous partager. C'est comme construire une maison. Si vous avez des outils, votre boîte à outils uniquement pour la toiture,
On va dire que la toiture, c'est l'enfant. Moi, comme professionnelle de l'accompagnement, je reçois les enfants, j'accompagne les enfants et donc je m'occupe de la toiture. OK? Mais si vous n'avez rien pour les fondations, si parallèlement, vous ne consolidez pas les fondations, les parents, ben la maison, elle s'effondre, hein. Elle a beau avoir une jolie toiture, ben, la toiture, elle va s'effondrer petit à petit. Donc, mon approche, elle va vous donner les outils pour la maison complète, des fondations solides pour les parents, des murs solides, la famille et une toiture protectrice, un enfant qui va être épanoui ou des enfants qui vont être épanouis. Les résultats concrets de ça, ce que vivent les familles accompagnées, c'est évidemment une réduction significative des crises à la maison, hein. C'est 80% des demandes d'accompagnement que j'ai, hein, les crises, sous toutes leurs formes. Bien entendu, elles n'ont pas toutes les mêmes origines, elles n'ont pas toutes les mêmes. Vous l'avez compris, je suis anti-généralisation, donc c'est pas les crises en général, c'est tout un tas de sortes de crises, évidemment. Ce sont des parents qui sont désormais beaucoup plus confiants, beaucoup plus sereins et qui sont reconnus dans leurs émotions, dans leur vécu, qui font la paix avec eux-mêmes pour la plupart d'entre eux et qui est quelque chose qui est nouveau pour eux quand ils sortent de ces accompagnements-là. Ce sont des enfants qui sont épanouis, qui sont autonomes et puis qui deviennent fiers de leurs différences, qui ne considèrent plus le haut potentiel comme un truc moche, un truc à cacher, leur hypersensibilité comme un truc handicapant. Non, une fois qu'on a mis en place ces stratégies d'accompagnement familial, ils sont fiers d'être qui ils sont. Et ça, c'est tellement, tellement important. Ce sont des familles qui retrouvent un équilibre et une harmonie qui est durable. Les résultats de la stratégie que je vous ai partagée ce soir, j'ai eu envie de vous mettre deux témoignages des personnes qui ont suivi mon programme de formation, hein, Nadège, qui disait que grâce à cette formation, elle a pu approfondir sa compréhension du haut potentiel et revoir des outils pour mieux accompagner les parents, qu'elle a appris à être elle-même dans sa pratique, et c'est un peu dans ce que vous partagiez, Christine, c'est le genre de phrase, moi, qui me monte les larmes aux yeux, sans culpabilité, que ça a véritablement changé son approche professionnelle, ou encore Laure, qui dit que ça a été un véritable tremplin pour elle, lui permettant de mieux structurer ses accompagnements, de réfléchir à ses objectifs de carrière, et que ça lui a donné les outils pour accompagner les familles de manière plus confiante et plus importante et plus impactante. Si vous voulez être parmi les 10% des professionnels aujourd'hui qui changent réellement la vie des parents d'enfants au potentiel, si tout ce que je vous ai partagé ce soir résonne en vous, fait écho en vous, et que vous vous dites, oui, moi j'ai envie de faire partie de ce mouvement-là, parce que les parents en ont besoin. Je vous répète, 70% des parents d'enfants au potentiel cherchent à être guidés et soutenus. Ils ont besoin de vous. Je vous propose maintenant de rejoindre la formation que j'ai créée qui s'appelle Reconnaître et accompagner les parents d'enfants à haut potentiel, qui est, à ma connaissance, la seule méthode, la seule stratégie, pourquoi j'ai mis méthode? Je déteste le mot méthode. La seule stratégie intégrée parents-enfants du marché francophone. Une formation qui est complète, qui est structurée, qui est concrète pour devenir une référence dans votre ville, dans votre région, dans votre pays, peu importe. Mais qu'on puisse se dire, OK, quand j'ai un enfant au potentiel, que je me sens en difficulté comme parent, je peux aller voir telle personne dans ma ville, telle personne dans ma région et je sais que je vais être accompagnée de manière impactante. Qu'est-ce que vous allez obtenir dans cette formation? D'abord, vous allez, je vais enlever mon truc parce que je ne vois pas, voilà, vous allez pouvoir comprendre et anticiper les blocages spécifiques des parents d'enfants HP. Vous allez pouvoir créer ce fameux cadre d'accompagnement structurant, efficace et plus simplement donner des conseils en espérant qu'ils soient appliqués. Vous allez être capable de guider les parents pour qu'ils deviennent eux-mêmes les experts de leur famille. Vous allez pouvoir mettre en place des stratégies qui fonctionnent et qui transforment vraiment la dynamique familiale et puis assumer pleinement votre posture humaniste, votre posture d'expert, plus douter de votre capacité justement à impacter ces familles. Il y a quoi dans ce programme? Je ne vais pas tout vous lire, mais je vous l'ai mis pour comme ça, ceux qui veulent faire de la lecture rapide pendant que je parle, vous pouvez le faire, mais je ne vais pas tout vous lire. Cette formation, il y a d'abord 80 heures à peu près, mais en vrai, tous les 3 mois, ça augmente. Mais il y a 80 heures de contenu en ligne. Ça veut dire que quand vous rejoignez, vous avez immédiatement accès à 80 heures de contenu en ligne. Du contenu théorique, mais également les replays des sessions précédentes avec
professionnels que j'ai formés avant vous. Donc, une première partie où on pose les bases, parce que c'est important qu'on ait tous les mêmes bases pour démarrer. Une deuxième partie où on va vraiment aller dans l'exploration du haut potentiel, l'identification des enfants HP, la personnalisation de vos accompagnements, les défis des familles, les motifs de consultation. C'est quoi le soutien à la parentalité avec un parent d'enfant au potentiel, la reconnaissance de l'individualité, la co-création du projet éducatif et comment est-ce qu'on met en place des outils éducatifs pertinents. Ça, c'est vraiment le gros cœur du programme et vous allez avoir accès à ça immédiatement sur la plateforme en ligne. Une troisième partie dans laquelle on va se poser des questions sur notre posture d'accompagnant, vous l'avez compris. Pour moi, 90% de votre boulot, c'est votre posture. Donc, c'est important de continuer à la réfléchir, à la penser, non pas pour vous dire que vous faites mal, mais pour trouver ce qui vous ressemble le mieux, pour trouver comment est-ce que vous avez envie d'exercer cette profession-là. Comment est-ce que vous avez envie d'être dans ce monde-là de l'accompagnement. Il ne s'agit pas de former 80 Séverine, ça n'a aucun intérêt, ok? Je ne suis pas la bonne personne pour tout le monde et je suis tout à fait au clair avec ça. Par contre, c'est important que chacune et chacun d'entre vous, vous soyez en mesure de dire, OK, moi j'ai envie de le faire comme ça, avec qui je suis, avec ce que je suis, avec ce qui est important pour moi, etc., etc. On élaborera une charte éthique et on se parlera aussi des tarifs et des gestions éthiques de votre pratique, parce que quand on se spécialise dans une formation comme celle-ci, c'est important aussi de faire valoir votre spécialisation en termes de tarifs, mais aussi en termes de gestion de votre pratique. C'est pas tout. Parce que ça, c'est le contenu en live, vous y avez accès immédiatement. Mais avec ça, on va se retrouver pendant 24 heures de live. Je vous rassure, c'est pas 24 heures non-stop. On a 6 sessions de 3 heures, 8 sessions de 3 heures, 3 fois 8, 24. On a 8 sessions de travail de 3 heures en live et en groupe. Je vous ai mis ici les thèmes des sessions, mais ce que vous devez savoir, c'est que ce ne sont que des thèmes. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, les lives sont faits des personnes qui sont présentes lors de ces lives. On a une thématique. Bien sûr, la première séance, on va faire connaissance, parler de la formation, de vos attentes, etc., etc. Dans la deuxième séance, on va se parler de haut potentiel, c'est une certitude, mais avec vos questions, avec vos problématiques, avec ce que vous avez besoin de savoir pour que dans votre pratique, ce soit tout de suite utile. OK? Donc la théorie, c'est dans la plateforme en ligne. Vous avez tous les éléments théoriques à votre disposition, mis à jour de manière régulière en fonction des dernières découvertes, des dernières recherches et des demandes du membre du programme parce que j'ai à cœur aussi de l'enrichir en fonction de ça. Et pendant les lives, eh bien, on travaille tous ensemble, on s'interroge, on réfléchit, on se pose des questions sur ces différentes thématiques, mais sans qu'il y ait un contenu qui soit calé et carré. Donc, vous voyez 8 lives, 24 heures de live. Donc, les lives ont lieu une fois par mois, le samedi après-midi, dimanche après-midi, de 13 heures à 16 heures. Donc, c'est une fois par mois. Il suffit de vous bloquer un week-end par mois, euh, même pas un week-end, hein, les 2 après-midi du week-end par mois pour pouvoir être présent au live. Mais c'est pas tout. Parce que je sais aussi que c'est important d'avoir des outils qui soient spécifiquement pensés pour les parents et les enfants à haut potentiel. Il se trouve que dans mon travail d'accompagnement des parents, j'ai créé beaucoup de contenu et beaucoup de formations et d'accompagnement pour les parents que je mets à votre disposition. Je les mets à votre disposition pour que vous puissiez vous en servir dans vos accompagnements. Ils sont libres d'utilisation dans vos accompagnements. Ils ne sont pas libres d'utilisation pour recréer de la formation. Pardon de devoir le préciser, mais il se trouve que c'est arrivé, donc maintenant je fais attention et je précise. Vous ne pouvez pas reprendre Stop aux crises et en faire une formation que vous allez vendre vous-même, mais vous pouvez prendre Stop aux crises, récupérer les outils de Stop aux crises et dans vos accompagnements vous en servir. Ça, oui. Ces formations, elles ont pour particularité d'avoir toujours les deux versants, le versant parent, le versant enfant. Dans Stop aux crises, typiquement, je vous donne 18 outils éducatifs à mettre en place pour permettre aux enfants de ne pas avoir besoin de faire de crise. L'idée n'est pas d'apprendre à gérer les crises, mais de faire en sorte qu'elles n'existent pas. Et vous allez aussi avoir des outils de coaching pour les parents.
pour leurs propres crises, pour comment est-ce qu'ils les vivent, comment est-ce qu'ils les gèrent, etc., etc. La formation essentielle, c'est un programme construit pour aider les familles à retrouver une relation de qualité avec leurs enfants. Toujours pareil, côté parents, côté enfants. Mon outil révolutionnaire, l'harmonicode, c'est un outil qui à ce jour est unique, dans lequel j'ai décodé près de 100 comportements d'enfants à haut potentiel. Pour chacun des comportements qui sont ma base que j'ai récoltée au fil de toutes mes années de travail, hein, je vous propose un message caché derrière ce comportement, mais surtout, je vous propose une ou des compétences à développer pour cet enfant et un ou des besoins qui ne sont pas satisfaits chez cet enfant et comment les parents pourraient y répondre. Pour chacun des besoins, chacune des compétences, vous avez accès à 3 stratégies éducatives que vous allez pouvoir personnaliser aux familles que vous accompagnez. Donc, c'est vraiment une base. Les membres du programme adorent mon harmonicode parce que quand ils sont un peu en panne d'idées sur quelle stratégie est-ce qu'on pourrait proposer, ça correspond à quelles compétences à développer ou à quels besoins à répondre aux enfants, ben, ils le trouvent ici. D'autant que quand il y a une situation, un comportement qui n'est pas répertorié, il suffit qu'on en discute et je l'ajoute, j'enrichis la base de données au fur et à mesure de vos besoins. Une formation sur les comportements opposants et ma formation hypersensible et au potentiel épanoui. Donc, vous l'avez compris, ces valises d'intervention sont des outils concrets qui ont été créés et pensés pour des enfants au potentiel et pour des parents d'enfants au potentiel. Donc, tout est sous la loupe du haut potentiel, on est d'accord, et toujours côté parents et côté enfants, pour que vous puissiez enrichir votre mallette avec des outils qui soient spécialisés. C'est quoi la valeur réelle sur le marché francophone de cette formation? Je me suis amusée à la calculer. 80 heures de formation en ligne spécialisée, 24 heures de session live, 5 valises d'intervention prêtes à l'emploi. Sur le marché francophone aujourd'hui, c'est une valeur minimum de 13 000 euros. OK? Mais évidemment, c'est parce que vous allez devoir payer pour entrer dans ce programme. Vous allez pouvoir accéder à tout ça pour seulement 2 000 euros au lieu des 13 000 euros de valeur et au lieu des 2 500 euros. C'est quoi ces 2 500 euros? Bah, si vous n'avez pas accédé à cette formation depuis la conférence, vous allez trouver cette conférence disponible à 2 500 euros. Mais puisque vous avez été présent à la conférence et que vous avez été intéressé pour la suivre, je vous fais une remise immédiate de 500 euros et vous pouvez rejoindre le programme pour seulement 2 000 euros. Tarif spécial uniquement durant la conférence, des bonus exclusifs, je vais vous en parler. Les places sont limitées, c'est quelque chose d'important pour moi, hein, par session. Donc il y a 3 sessions par an de live. Par session, je n'accueille pas plus de 20 places, vous allez le comprendre après, parce que je veux garder de l'humanité dans ce programme. Il n'est pas question que ça devienne des grandes conférences où je suis toute seule à parler, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc l'idée, c'est vraiment qu'il y a 20 places. Pourquoi est-ce que c'est important que vous sachiez ça? Parce que je vais vous mettre dans un moment le lien dans le chat, je vous le mettrai à la fin de la conférence pour prendre rendez-vous avec moi. Vous ne pouvez pas réserver votre place immédiatement tout de suite là comme ça. On prend rendez-vous sur Calendly. On discute 30 minutes. Moi, je veux m'assurer que c'est le bon programme pour vous parce que je sais que c'est un investissement et il n'est pas question que vous rentriez dans le programme et que ce ne soit pas le programme qui soit adapté pour vous. Et puis parce que moi, j'ai besoin de vérifier aussi que vous êtes la bonne personne pour ce programme. Il y a aujourd'hui une communauté de 50 professionnels qui ont été formés, qui sont très soudés, qui sont très engagés, qui sont très impliqués, où il y a une ambiance de bienveillance et de rire et de fun. Et je veux garder cette communauté avec cette dynamique-là. Donc, c'est juste que ça permet à vous de voir si je suis vraiment la bonne personne pour vous former et à moi de voir si vous êtes vraiment la bonne personne pour ce programme. Et puis, ça me permet aussi de gérer les 20 places, hein, puisque là, on est le 20 mars et qu'il doit y en rester une dizaine, je pense, puisque ben, au fur et à mesure des conférences, les personnes s'inscrivent et puis quand il n'y aura plus de place, eh ben, je ne ferai plus de conférences justement pour la session du mois de mai en tout cas. Vous avez la possibilité de payer en 4 fois par PayPal. Vous avez bien entendu un soutien exclusif durant toute la formation.
Je vais vite parce qu'en fait, je ne sais pas où j'ai mis ma slide des bonus, mais je vais vous le dire après parce qu'il n'y a pas que ça. En vrai, dans le programme, il y a encore plein d'autres choses. En tout cas, dans les questions qu'on me pose régulièrement, combien de temps pour maîtriser le contenu? Réponse immédiatement à l'application. C'est une formation, oui, vous allez acquérir beaucoup de connaissances, beaucoup de théories, ok? Mais on va le mettre en pratique dans les lives. L'idée, c'est qu'à la fin des lives, il y a 8 lives, qu'à la fin des lives, vous soyez capable de mettre en place cette stratégie-là. L'idée, c'est pas d'attendre 2 ans pour pouvoir le faire. Ok, c'est accessible aux débutants parce que la méthode, elle est très structurée. Donc, n'importe qui peut entrer dans ce programme si vous êtes déjà professionnel de l'accompagnement et que donc vous avez déjà une éthique professionnelle. Voilà pourquoi est-ce que je restreins l'accès aux professionnels de l'accompagnement. Je ne fais pas de formation à l'éthique professionnelle. Je ne forme pas des personnes qui ne connaissent rien à ce monde-là du professionnel de l'accompagnement. Si vous êtes déjà professionnel de l'accompagnement, vous êtes les bienvenus. Est-ce qu'il y a un support disponible? Ben oui, il y a un groupe privé dans lequel on est tous tout le temps et puis bien entendu les sessions live. Maintenant ou jamais, transformez votre approche, donnez la référence pour les parents et les enfants HP. Je vous invite à vous inscrire et je n'ai pas ma vignette de bonus, donc c'est pas grave. Je vais vous la partager, le vignette. Ok, je vais vous le dire à l'oral. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce programme? Il y a un groupe privé sur Telegram où vous allez retrouver les 50 professionnels déjà formés ces 2 dernières années qui continuent d'interagir, etc., etc., de se soutenir, de faire connaissance, d'aller boire des cafés ensemble, de se retrouver pendant les vacances, enfin une vraie communauté très, très chouette. Vous allez avoir ce que j'ai créé pour la session précédente parce que ça m'avait été demandé, une bibliographie qui est vouée à être enrichie par les uns et par les autres, hein. Tout le monde peut dire, ben moi j'ai lu celui-là de livre et ça m'a permis, j'ai trouvé ça intéressant aussi. L'idée c'est d'être participatif. Et donc une bibliographie que j'ai créée mais que vous allez pouvoir enrichir avec vos relations des uns avec les autres. Vous allez retrouver également un guide. Vous l'avez compris, ce que je vous invite à faire, c'est un travail d'enquête dans une structure précise pour mieux connaître l'enfant, son parent et aboutir au projet d'accompagnement. Certains professionnels étaient un peu coincés par le mode conversationnel que je recommande pour créer le lien de confiance avec les parents d'enfants à haut potentiel. Alors j'ai créé un petit guide avec tout un tas de questions conversationnelles dont vous allez pouvoir vous inspirer. C'est pas du tout un protocole où il va falloir poser absolument telle ou telle question, hein, mais vous allez pouvoir vous en inspirer pour vous dire, OK, quand j'ai le focus je suis en train de chercher les infos sur l'enfant, ben voilà, quel type de questions est-ce que je peux poser pour créer une relation de confiance avec les parents et être dans un mode conversationnel. Vous allez avoir accès à tous les replays, je vous l'ai dit, des sessions précédentes, mais également à vos replays à vous de votre session, disponibles de manière illimitée, en tout cas tant que mon organisme de formation sera existant et j'ai bien l'intention que ça dure, donc de manière illimitée. Mais c'est pas tout. Vous allez pouvoir revenir à toutes les sessions live que vous voudrez dans les mois, les années à venir. Certains professionnels que j'ai formés il y a 2 ans reviennent régulièrement dans les sessions live pour faire connaissance avec les nouveaux, pour créer du lien avec les nouveaux, pour mesurer le chemin parcouru, pour reposer des questions parce qu'avec leur pratique, ben, il y a des nouvelles questions qui sont apparues et donc ils reviennent dans cet espace-là. Donc c'est une formation où quand on y rentre, on peut, si on le souhaite, ne plus jamais en sortir. C'est-à-dire que si vous avez envie de revenir, là, on a une session en mai, la prochaine session sera probablement, il y aura une session d'été et probablement une session d'automne. Bah, si vous voulez revenir à l'automne, refaire un tour de tous les lives ou venir une fois sur telle thématique ou sur telle thématique, vous serez toujours les bienvenus pendant les lives sans frais supplémentaires, bien évidemment. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire dans les choses supplémentaires? C'est déjà pas mal, il me semble. Je vais vous mettre maintenant le lien vers mon Calendly. Hop, copier le lien.
Je vais vous le mettre dans le Zoom. Alors, serait-il possible d'avoir les listes des professionnels formés par secteur? Alors, merci de cette question parce que dans les bonus, je suis en train, maintenant qu'on arrive à une cinquantaine, j'attendais qu'on arrive à une cinquantaine, je vais créer bien entendu un annuaire des professionnels qui sont formés dans mon programme de formation, puisque j'ai une petite notoriété dans le domaine de l'accompagnement des parents d'enfants au potentiel, notoriété qui grandit et que j'ai envie aussi de vous mettre à l'honneur, vous qui faites l'effort de vous spécialiser. Donc, on va avoir un annuaire prochainement par région, par pays, parce que dans ce programme, il y a des gens de Finlande, il y a des gens du Maroc, il y a des gens du Québec, il y a des gens de la Belgique, il y a des gens de France, de manière à ce que vous puissiez être répertoriés les uns et les autres. J'organise régulièrement dans le cadre de mon travail propre avec les parents d'enfants au potentiel des contenus, des ateliers, j'ai une académie qui s'appelle l'Académie des parents inspirants. Les professionnels que je forme, quand ils sont bien investis, quand on a créé un lien de confiance, etc., etc., peuvent participer à l'Académie des parents inspirants pour gagner un petit peu de notoriété, de visibilité. En tout cas, je fais mon possible pour vous aider aussi dans ce domaine-là. Donc oui, vous aurez prochainement une liste de professionnels formés par secteur, justement, ou en tout cas par ville et par région. Voilà un petit peu sur ce que je voulais vous présenter. Je vais aller regarder si je le retrouve, mais c'est très étrange que je ne l'ai pas, la partie bonus. Elle devait être là. J'ai préparé la conférence cet après-midi, mais elle a sauté. C'est pas grave. En tout cas, vous avez vu que, il y a encore beaucoup plus que ce que je vous ai annoncé. Est-ce que vous avez des questions sur cette conférence maintenant qu'on arrive au bout? Je vous ai mis le lien dans le chat, donc si vous voulez avoir un petit échange avec moi, très tranquille. L'échange, ah oui, vous dire aussi hein, que c'est pas parce que vous prenez rendez-vous ce soir que vous êtes contraint d'acheter la formation à la fin de notre échange. Vous pouvez très bien vous dire, OK, j'ai encore des questions, j'aimerais bien en savoir plus, venez en discuter avec moi. Ça ne vous engage à rien que de discuter avec moi. Si à la fin, vous êtes motivé pour rejoindre ce programme, je serai ravie de vous accueillir et de vous compter parmi ces professionnels qui vont contribuer à mieux aider les parents et les enfants à haut potentiel. Si ce n'est pas le bon moment pour vous, si ce n'est pas le bon programme pour vous, ce sera tout à fait OK aussi. Julie qui dit pas de questions, tout était très clair. Merci infiniment. Merci pour ce live très instructif. Je suis malheureusement vous quitter. Bonne soirée à vous aussi. Je vois que je lag. Ma connexion est un peu pourrie, j'ai l'impression. Je vais couper la vidéo 2 secondes. Hop. Est-ce que vous m'entendez toujours? Christine, vous pouvez me faire un pouce si vous m'entendez toujours? Ouais, ok. Ouais, je laguais, hein. On est d'accord? J'ai une connexion Internet qui est un petit peu pourrie. Qui a envie de prendre rendez-vous? Alors, vous êtes... en même temps, c'est piège comme question. Donc, ne répondez pas à cette question. Si vous avez envie de prendre rendez-vous, venez le faire. Je vais recouper ma vidéo parce que définitivement, ma connexion Internet est pourrie. On va se quitter sans vidéo. Plus de questions sur tout ça? Christine qui dit merci pour toutes ces infos. Écoutez, Christine, vous m'avez beaucoup touchée et je suis contente que vous n'ayez pas perdu votre temps et que vous ayez au moins été confortée dans le fait que vous avez le droit d'avoir envie de faire autrement. Et ça, c'est vraiment très important pour moi. Anne, Julie, Patricia et les autres, c'est tout bon pour vous? On se laisse là pour ce soir? Merci à vous, Anne, d'avoir été présente. Je ne sais pas si vous êtes tous dans le groupe WhatsApp, prendre le temps d'écouter. Oui, exactement. Si vous êtes déjà dans le groupe WhatsApp, hein, je vous enverrai bien entendu le replay dans demain, parce que là, il est un petit peu tard. Donc, je vais aller reposer mon cerveau et mes yeux. J'aimerais bien vous dire au revoir en live quand même. Attendez, je retente la caméra. Sur un malentendu, ça peut marcher. Non, ça veut pas, hein. Bon. En tout cas, merci à vous d'avoir été présents et présente ce soir. J'ai eu beaucoup de plaisir à vous faire cette présentation. J'espère qu'on va se revoir prochainement dans le programme ou ailleurs.
Et puis, ben, en attendant, prenez soin de vous et prenez soin de vos enfants. Bye bye tout le monde. Passez une bonne soirée. À très bientôt.